bonsoir à tous. Merci d'être là. Je sais que c'est pas facile vu que demain on a une grosse soirée qui se prépare. Donc merci pour votre présence. Donc ce soir, je vous propose réellement d'explorer ou de rentrer un peu dans le monde des microservices. C'est un sujet réellement passionnant en architecture et aussi en développement logiciel. Donc, pour commencer, je vais vous présenter un peu l'agenda de ce soir. On va voir quelques définitions. On va voir ce que sont les microservices, pourquoi est-ce qu'on a besoin de les utiliser, quels sont les avantages, en quoi ça change et que ça a changé réellement la façon de fonctionner Internet, dont fonctionne Internet aujourd'hui. Et puis on parlera un peu de l'implémentation, un peu techniquement, lorsqu'on décide de se lancer dans les microservices, comment est-ce qu'on l'implémente. Et puis on regardera aussi un peu les inconvénients des microservices. Comme toujours, il n'y a jamais de technologie parfaite ni d'approche parfaite en informatique. Chaque approche a ses avantages, ses inconvénients. Donc on verra quelques inconvénients et puis je vous donnerai quelques références pour aller un peu plus loin, pour explorer ça plus en profondeur. On terminera bien sûr par un petit échange sur des questions qui vous sont chères. Donc, avant de commencer, comme je le précisais un peu tantôt, les microservices, c'est très bien, c'est vraiment super. Je vais essayer de vous convaincre au cours de la présentation. Mais par contre, on ne peut pas les utiliser partout. Même lorsqu'on les comprend, même lorsqu'on les utilise déjà, il faut particulièrement faire attention à eux. Parce que du jour au lendemain, tout peut réellement basculer. Donc, avant d'aller un peu plus loin, regardons ce qui a amené ou ce qui a contribué à l'avènement des microservices. Donc dans les années 90, du moins entre les années 90 et 2000, on va dire au début d'Internet, on parlait beaucoup de RPC. RPC, c'est pour Remote Procedure Call, appel de méthode à distance. Dans cette approche-là, l'idée c'était que si je suis un serveur qui traite des tâches, et que je ne peux pas traiter une partie est plus compliquée ou plus complexe, je peux dédier ça à un autre serveur sous forme de message, je fabrique un message, je l'envoie, il traite, et puis il me retourne une réponse. Donc ça, à partir de ça, on a fait énormément de choses sur Internet. Aujourd'hui, d'ailleurs, on continue à utiliser du RPC, beaucoup sur une forme plus évoluée qu'on appelle le gRPC, donc c'est poussé par Google. Énormément de produits très puissants utilisent le gRPC aujourd'hui. Puis, entre les années 2000 et 2010, sont venus les web services. Et les web services, au départ, c'était plus du SOAP. Le SOAP, pour ceux qui ont utilisé SOAP-UI, c'est une façon aussi d'interroger un serveur, mais avec du XML. C'est-à-dire, je prépare ma requête sous forme de XML, j'envoie au serveur, il lit, et puis il me répond. On l'a beaucoup utilisé, on continue à l'utiliser aujourd'hui, mais à partir des années 2010, c'était plus les API. C'est toujours des web services, mais basé cette fois sur un protocole très léger qui s'appelle du REST. Donc, dans les API, on va utiliser du JSON, c'est-à-dire là où on utilisait au début du XML c'est très verbeux, c'est très lourd. On va plutôt utiliser du JSON. Donc, JSON, c'est un format un peu plus léger. Et au-dessus avec ce message-là en JSON, on va utiliser un protocole qui s'appelle du REST. Et puis, comme en informatique, les besoins évoluent très rapidement, on a inventé les web services. Alors, les web services, c'est parti autour des années 2014 par un groupe d'experts qui ont commencé à réfléchir à ce qu'on appelle les reactive architectures. Donc, les architectures réactives sont des architectures dans lesquelles on a globalement 4 points de réflexion. Le premier point, c'est la réponse, le temps de réponse du système. C'est-à-dire, lorsque j'ai mon système, il faut qu'il réponde au bout d'un certain temps. C'est-à-dire, il faut que ça soit connu. Lorsque vous cliquez sur un film sur Netflix, vous attendez 2-3 secondes que ça s'ouvre. Vous n'attendez pas 2 fois 1 seconde, 2 fois 10 secondes. Le deuxième aspect, c'était la résilience. C'était, si jamais on a un problème dans un sous-composant, il faut que ce problème-là soit contenu. Ça, c'était le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'était ce qu'on appelle l'extensibilité. Lorsque j'ai mon site qui fonctionne très bien et que les gens commencent réellement à l'utiliser, si pendant la fête de Noël, il y a 2000 personnes au lieu de 1000 personnes, il faut que mon système s'adapte automatiquement. Ça, c'était le troisième aspect. Le quatrième aspect, donc, c'était ce qu'ils appellent le message driven. C'est-à-dire, dans le système, lorsque un composant parle à un autre composant,
ce qu'il doit faire, c'est il ne va pas lui parler directement. Il faut un intermédiaire au milieu. Et l'intermédiaire au milieu, en général, c'est ce qu'on appelle un bus de message. Le bus de message, il va être fait de telle sorte que c'est une boîte aux lettres, en gros. Si j'ai envie de vous contacter, je vais dans votre boîte aux lettres, je mets un message, vous lisez à votre heure, à votre moment voulu, et vous me répondez. Donc, dans les systèmes, ça c'est énormément poussé. C'est très rare que dans les systèmes, on puisse parler, un composant puisse parler à un autre composant directement. Donc, on a toujours cette séparation. Et je vais vous montrer au fil du temps, au fil de cette présentation, pourquoi est-ce que cette approche-là est réellement nécessaire dans certains types de systèmes. Alors, parlons un peu maintenant des définitions. Les microservices, pour les comprendre, il faut partir globalement de ce qu'on appelle un monolithe. Donc là, en bas à droite, pardon, j'ai mis la démarche du monolithe jusqu'au microservice. Alors, c'est quoi un microservice globalement? Un microservice, on va dire, c'est un pattern d'architecture qui est emprunté au cloud, dans lequel une application est constituée d'un ensemble d'éléments complètement distincts qui peuvent se déployer de façon complètement autonome. Alors, ces éléments-là également sont faiblement couplés. Donc tout à l'heure, je vous parlais de bus de message. Dans l'architecture microservice, c'est important que les composants soient faiblement couplés. Si j'ai deux systèmes qui se parlent, et que l'un des systèmes est en panne, et que forcément le deuxième tombe en panne parce qu'il ne peut pas gérer les problèmes que remonte le premier, là, ça propage dans tout mon système des erreurs. Donc, ce qui est très important pour les microservices, c'est que ces microservices-là soient faiblement couplés. Alors, en termes de microservices, donc, le monolithe, alors pour expliquer un peu le monolithe, imaginons qu'on a un site web où on a un front-end, un back-end et peut-être des batchs. Bon, les batchs, c'est des programmes qui tournent en tâche de fond, qui calculent par exemple des promotions et qui envoient automatiquement des mails la nuit. Donc, lorsqu'on a l'approche monolithe, tout ça, c'est dans un seul paquet. On livre en un seul paquet, on déploie en un seul paquet et on exploite en un seul paquet. Donc ça, c'est un monolithe. Et puis sont venus ce qu'on appelle les architectures orientées services. Dans les architectures orientées services, on s'est dit, bon, c'est peut-être une bonne idée de séparer le front-end du back-end et des batchs. C'est-à-dire les trois composants vont pouvoir se déployer de façon complètement indépendante. Et puis, comme toujours, on n'est jamais rassasié, on a toujours de nouvelles problématiques. On s'est dit, même en faisant front-end, back-end et batch, on peut avoir d'autres problèmes. Pour vous donner un exemple, sur Netflix, lorsque vous prenez Netflix, lorsque vous cliquez sur un film, en fait, un film, derrière, c'est une application. C'est-à-dire c'est un conteneur complètement différent de tous les autres. Donc c'est dans cette approche-là qu'on peut se dire le front-end, par exemple, on va le découper en un certain nombre de petites applications complètement indépendantes qui se développent de façon pas des équipes indépendantes. Et puis on va fusionner ça pour faire le front-end. Pareil pour le back-end, pareil pour les batchs. C'est comme ça qu'on part d'une application qui se déploie en un seul tenant à une application qui se déploie en une dizaine de composants. Donc, cette deuxième définition est très proche de la première, je l'ai mise parce que les termes microservices et architecture microservice, on va dire, dans le jargon, s'interchangent. Donc, en général, on va dire microservice ou architecture microservice. Donc, cette définition de Wikipédia dit, en quelque sorte, les architectures microservices, c'est une variante des architectures orientées services, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure. Et dans cette architecture-là, une application doit être une collection de petits services très fins, vont être faiblement couplés. Il faut que chaque composant puisse vivre sa vie tranquillement et qui communiquent entre eux par des protocoles légers. En général, c'est du REST. Donc, pour faire simple, on a un certain nombre de petits éléments, de petites applications qui communiquent entre elles de façon complètement asynchrone. C'est une communication boîte aux lettres, globalement. C'est-à-dire, lorsque un service a besoin de parler à un autre, je mets un message dans une boîte aux lettres, l'autre, lorsqu'il est disponible, il va récupérer ma lettre, il va la lire et puis il va répondre. Et donc, sur le schéma en bas à droite, globalement, imaginez donc l'interface utilisateur qui
Pour récupérer ces informations, on va passer par un composant qu'on va appeler une API Gateway. Une API Gateway, dans le jargon, c'est un peu comme un load balancer. Mais c'est beaucoup plus puissant que ça parce que ça va permettre de piloter quel web service j'appelle. Bon. Là, tous ces microservices-là peuvent être de la même version, c'est-à-dire la même version applicative, tout comme ça peut être 3-4 versions différentes. En général, les gens de la tech, ce qu'ils font, c'est que lorsqu'ils ont, par exemple, un nouveau design de l'interface utilisateur, ce qu'ils font pas mettre en production tout de suite tout ce nouveau design-là. Ils vont séparer, scinder, et certains utilisateurs vont tester une certaine version de l'application. Et ça, on peut le piloter complètement dans l'API Gateway. Moi, j'ai déjà fait l'expérience YouTube sur plusieurs appareils, je vois que l'interface n'est pas exactement la même. Et donc ça peut se gérer au niveau de l'API Gateway. On se dit, si le client vient de France ou de tel département, on le redirige vers telle version de l'application. Et ça peut se faire le temps de récolter un certain nombre d'informations de l'application de la nouvelle version. Et une fois qu'on a récupéré toutes ces informations, là, on peut décider si oui ou non on propage ça au reste du système. Donc, en général, pour savoir le niveau de maturité d'une technologie, d'une approche, on regarde du côté des gens de la tech, ce qu'ils en font. Donc, les microservices ont été beaucoup poussés par Netflix. Je vous prenais l'exemple de tout à l'heure en disant, lorsque vous ouvrez Netflix, chaque film, littéralement, c'est une application, c'est une micro-application. Et donc, c'est eux qui ont beaucoup poussé, parce que sur Internet, pour faire grosse maille, Netflix, un tiers du trafic. Donc, un tiers du trafic Internet va chez eux. Donc, forcément, ils ont besoin d'inventer de nouvelles façons d'utiliser Internet. Bien sûr, ils ne font pas que des microservices. Les microservices, je vais vous présenter aussi tout à l'heure, on peut les imbriquer avec l'existant. En fonction du besoin, on peut décider que seulement une partie de l'infrastructure et certaines applications va être implémentée suivant le pattern microservice. Donc pourquoi? J'ai expliqué un peu tout à l'heure, globalement, le pourquoi des microservices. Mais sur cette slide-là, je reviens un peu plus en détail sur les gros bénéfices qu'on a à opter pour cette approche-là. Premier gros bénéfice, la modularité. Lorsque une technologie émerge, c'est pour répondre à un besoin particulier, un besoin précis. À une époque, jusqu'à aujourd'hui, on continue énormément d'utiliser du SQL. Ça répond à un certain nombre de besoins très bien. Et puis, sont venues des bases de données plutôt, on va dire, élastiques. Elasticsearch, par exemple, c'est pas forcément du SQL, et puis ça répond à un besoin très précis. Donc la modularité fait en sorte que, en fonction de mon besoin, je peux me dire telle technologie est très adaptée à tel besoin, donc je veux l'utiliser uniquement dans ce but-là. Telle autre technologie est très adaptée à tel autre besoin, donc je l'utilise uniquement dans ce but-là. Et donc cette modularité permet de choisir les technologies qui vont bien pour des besoins bien précis. Ça permet donc également d'avoir des équipes très spécialisées dans une technologie particulière, et ils vont réellement développer une application très performante, et on pourrait joindre ces technologies-là ensemble, donc ce qu'on appelle le mesh. J'en parlais un peu tout à l'heure. Lorsqu'on a plein de microservices, à un moment il faut qu'on le fasse communiquer, et que d'essayer de réinventer la roue. Il y a des gens qui ont inventé des technologies particulières uniquement pour interconnecter les microservices. Donc ça, les technologies leaders sur le marché, c'est du type Istio, Consul, qui vont permettre aux services de se découvrir entre eux, de s'interconnecter entre eux. Donc, premier point, la modularité. Puis vient la scalabilité, ou plutôt l'extensibilité. On sait qu'en France, en général, en fin d'année, les opérateurs disent qu'il y aura des milliards de SMS la nuit parce qu'il y a des gens qui vont souhaiter de bonnes fêtes à leur proche, etc. Donc, si ces opérateurs-là ont bien pensé l'infrastructure, la partie SMS
est normalement complètement décorrélé, par exemple, de la partie appel. Ce qui veut dire que s'ils ont 1 milliard, 2 milliards, au lieu de 100 millions de SMS à gérer, ils vont uniquement faire grandir la partie envoi des SMS, de l'infrastructure, uniquement ça. Et ça va complètement absorber la charge. Donc ça, on appelle ça du scaling. Et une fois que le vent sera passé, ils peuvent ramener ça automatiquement à un niveau acceptable. Donc la scalabilité, c'est l'une des grosses raisons pour lesquelles on va vers les microservices. Puis vient l'intégration. En général, dans les banques, même aujourd'hui, on continue à utiliser du COBOL, qui est un langage qu'on sait que c'est dépassé entre guillemets. Plus personne n'utilise du COBOL en dehors des banques en général. Les banques ont fait un effort à faire du C++, du C, etc. Mais en général, ils ont des mainframes, c'est-à-dire un parc de serveurs très vieux sur lesquels le historique, c'est-à-dire le cœur du système tourne. Mais vous imaginez bien que si on se dit, avec ça, on va faire l'application mobile d'une banque, il n'y a personne qui va choisir cette banque. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on se dit, ok, la partie user experience, ce qu'on veut réellement mettre en avant au client, c'est une belle application, etc. Donc on va choisir Ionic, on va choisir Angular, on va choisir un certain nombre de technologies très belles pour faire uniquement la partie mobile ou la partie site web. Et ça, on va intégrer au-dessus du COBOL. Et ça va pouvoir bien rester tranquillement comme il faut. Donc l'intégration, c'est l'une des raisons pour lesquelles on peut opter pour les microservices. Parce que on n'est pas obligé de tout changer pour intégrer une partie, pour tirer des bénéfices de l'approche microservice. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on peut distribuer le développement sur plusieurs sites. C'est-à-dire sur un même projet, on peut avoir des équipes de par le monde qui travaillent sur un aspect bien particulier du problème. Donc ça fait en sorte que, en fonction des gens qui conçoivent les infrastructures IT, ils peuvent se dire qu'il y a suffisamment d'éléments, suffisamment de bénéfices pour passer à cette approche microservice. Donc, prenons un exemple. Disons qu'on va faire une banque en ligne ce soir qui s'appelle MyXteamBank. Et dans cette banque-là, on va essayer de mettre en pratique ce que je viens de décrire un peu. Donc, on va dire cette banque en ligne-là, MyXteamBank, fournit énormément de services, des services de création de compte, de paiement par carte bleue, de virement, d'achat d'options, d'assurance habitation, etc. Donc c'est une banque en ligne qui fournit pas mal de services. Donc pour moi, qui veux faire un virement, je demande à la banque, fais-moi un virement à tel cousin aux États-Unis, par exemple. Ça, c'est un service pour moi. La banque peut également se dire, ok, ça c'est un service, bah, c'est très bien, je ne me casse pas la tête. Ce service-là, ça représente une application en interne. Donc, si je vais quelque part dans la banque, sur un serveur, je veux voir une application qui s'appelle virement.jar qui tourne et qui permet de faire des virements. Ça, c'est une approche, on va dire, orientée service. Il y a ce service-là du point de vue utilisateur. La banque peut aussi se dire, bon, ça, c'est un service, bah, je conçois une application qui fait ça. Mais comme nous, on explore un peu les microservices, on peut se dire, le fait d'avoir une seule application qui tourne et qui fait des virements, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Pourquoi? Parce que pour faire un virement, il y a énormément de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui ne dépendent pas que de la banque. Donc, sur ce diapo, j'ai mis un zoom sur le service de virement bancaire, par exemple. Lorsque je décide de faire un virement bancaire, la requête va sûrement arriver en 1, par ces biais-là. Il va rentrer sur un processeur, c'est-à-dire sur un truc central, qui se charge de chorégraphier tout ce qui va se passer pour que le virement ait lieu. On peut imaginer au début, ça c'est un microservice, ça c'est un microservice, le service de vérification de taux de change c'est un autre microservice, le service de mise à jour, de consultation du compte de solde c'est un autre microservice. Donc ça, on voit que plein d'équipes sont responsables de chaque microservice. Donc on rentre en 1 pour une requête de virement venue de on ne sait où, mais ce n'est pas le plus important. On sait que la requête est OK pour ne pas trop perdre de temps. Allons déjà vérifier que la personne a assez de sous sur son compte. Ça ne sert à rien de faire plein de choses pour qu'à la fin, le gars n'ait pas de sous.
On commence par là, on va interroger ce microservice qui va répondre, et oui, effectivement, il a 1000 € comme il le prétend. Et puis, on se dit, ok, est-ce que le RIB qu'on a mis en entrée a du sens? C'est-à-dire, un microservice peut être fait uniquement pour vérifier les RIB. Et une fois qu'on voit que le RIB a un sens, on peut se dire, ok, si je fais un transfert, un virement à mon cousin Sylvestre aux États-Unis, là c'est euro-dollar, service de taux de change. On peut appeler sur le marché financier un serveur pour lui demander c'est quoi le taux de change actuel. Ça, un microservice va pouvoir le faire, être isolé, codé, bien fait, avec les technologies qu'il faut pour rendre ces services. Et une fois que tout cela est fait, ce processeur de paiement, c'est-à-dire celui qui coordonne à peu près toute cette chorégraphie, va se dire, ok, revérifions que cette personne-là est vraiment celui qui a ce compte. Donc, en France, on est maintenant habitué à la double vérification pour ce qui est des services de paiement bancaire. Donc, on voit que là, ça sort du cadre du service de virement. Là, on interroge un service externe. En général, c'est ce qu'on fait. On a une fédération d'identité. L'identité, dans une entreprise, en général, va être centralisée quelque part. Un DAP, un OpenID Connect. Bref, quelque chose de complètement indépendant de ceux qui l'utilisent. Une fois qu'on est allé vérifier que la personne a validé, on peut se dire, ok, à ce moment, on traite le virement et puis on pousse la notification quelque part. Je parlais tout à l'heure de communication asynchrone. On va mettre ce message-là dans un bus quelque part et des gens qui ont souscrit à ce, en général on appelle ça un topic, qui ont souscrit, ils vont aller consommer. C'est-à-dire, il y a un virement. Tout à l'heure, je voulais poser une question. Ouais, vas-y. Quand tu parles bus, c'est Kafka. Ouais, en général, Kafka, c'est l'une des technologies. L'une des technologies, mais c'est le système Voilà. Kafka. Le système Kafka. Kafka, RabbitMQ, il y a plein de technologies comme ça qui permettent de gérer les messages qui arrivent au fil de l'eau dans le système. Donc, on va pousser ça dans un topic Kafka, disons ça, et les gens qui ont souscrit à ce topic Kafka vont se dire, il y a un nouveau virement qui a eu lieu, qu'est-ce que j'en fais? Et à la fin de ça, on va pouvoir répondre au service qui est appelé au début. Donc ça, ce que je viens d'écrire, ça a un nom, on appelle ça Saga Orchestrated Pattern, c'est-à-dire une orchestration dans laquelle il y a quelqu'un qui va gérer tout le monde. Il y a un chef d'orchestre. Il y a une autre approche qui s'appelle Routing Sleep. Dans cette approche-là, on n'a pas besoin d'orchestre. Alors si on n'a pas besoin d'orchestre, comment est-ce que ça se passe? Lorsque la demande arrive dans le système, il y a un premier outil qui va calculer le chemin du message. Il va calculer son chemin, il va lui coller dessus. Donc Routing Sleep, c'est un peu comme feuille de route. On va le coller derrière, on va lui dire ça, c'est ton chemin. Le message, de façon un peu intelligente, va aller dans un service, le service va traiter, et puis il va renvoyer vers l'autre service en suivant la feuille de route. Et le message, ainsi de suite, va traverser tout un ensemble d'éléments jusqu'à sa destination. L'une ou l'autre des approches a des avantages et des inconvénients qu'on ne va pas forcément explorer ce soir. C'est beaucoup plus complexe qu'un point introductif un peu. Donc, parlons maintenant. Question? Ouais. C'est quoi la grande différence entre le Saga et le Routing? Alors, c'est surtout pour la gestion des transactions en arrière. C'est-à-dire, lorsque mon message plante dans le système, comment est-ce que je défais le fait que je ne veux plus continuer ce message-là. Par exemple, si la pause Saga qui est là, le processeur de paiement ici, c'est un workflow. C'est-à-dire au début, il dit paiement initialisé par exemple. Ensuite, lorsque je vais vérifier si le gars a des sous sur sa banque, il peut mettre solde valable. Et ensuite, RIB valable, etc., etc. Donc de cette façon-là, si mon truc plante au milieu, je peux savoir que en fait, il était déjà passé là, il était passé là. Et donc, si j'avais changé réellement, bon là c'est plus des lectures, si j'avais réellement changé quelque chose dans le système, je pourrais dire, je vais, dans chacun de ces systèmes-là, demander un rollback. Par contre, lorsque tu as un message intelligent tout seul qui se balade dans le système et qui plante quelque part, c'est difficile de faire un rollback dessus. Parce qu'au début, on a calculé son chemin, on lui a mis derrière, peut-être qu'il a sauté le service numéro 5, numéro 6. Ça sera difficile de faire un rollback depuis l'entrée du message dans le système. Donc, l'une ou l'autre, il y a plein d'avantages à opter
ou l'une ou l'autre approche. Alors maintenant, parlons un peu des implémentations. C'est-à-dire, lorsqu'on décide de coder des microservices, quel type d'approche on a? Alors, on a deux approches généralement, l'approche par containerisation et l'approche serverless. Dans l'approche par containerisation, on va coder, il y aura des développeurs qui vont faire un code source. Ce code source-là, ils vont faire un build dessus, ou bien ils vont packager. Ils vont faire un build si c'est un langage compilé, ou bien ils vont faire un package si c'est un langage interprété. Ensuite, ils vont construire également une image dans laquelle il y a le code source. En général, c'est Docker. C'est-à-dire, je code mon application Java, je le compile, je fais une image Docker, je mets mon exécutable dedans. Et puis, il faut que je l'exécute, mon image, quelque part. Et vu que j'ai fait des microservices et que j'ai forcément plein de conteneurs qui vont tourner, il faut que je les orchestre. Je dis tel type de service, il faut qu'il y ait tel nombre d'instances, etc. Ça, c'est l'approche par containerisation. L'avantage ici, c'est qu'on a énormément d'éléments de configuration sur lesquels on peut influencer. L'approche serverless, c'est beaucoup réellement lié. Serverless, c'est vraiment sans serveur. On ne se préoccupe pas du serveur sur lequel on va déployer. J'écris mon code, je peux le builder, le packager ou pas du tout. Et puis, je vais sur une plateforme, je lui dis, est-ce que tu veux bien exécuter le code qui est à tel endroit? On va un peu aller en détail dessus. Commençons par l'approche par containerisation. Ça reprend un peu ce que je disais tantôt. Il y a le code source, on le build, on le package. On crée une image Docker, en général c'est la technologie de référence. Et une fois qu'on a cette image Docker là, on va aller quelque part sur un serveur, sur une plateforme qu'on a prévue à l'avance. Et sur cette plateforme là, en général on va installer un orchestrateur. Donc, vous voyez, pour conceptualiser et visualiser un peu ça, dites-vous que là on installe Kubernetes. On installe Kubernetes sur quelque part sur des machines. Et on installe également Docker Runtime. Ce qui va se passer, c'est que une fois que j'ai cette image, je vais faire un fichier de configuration Kubernetes pour lui dire, en fait, pour que mon application tourne, j'ai besoin de 3 conteneurs. Tout le temps. Tout ce que je veux, c'est 3 conteneurs. Je veux 2 conteneurs bleus et puis un cube bleu. C'est ce qu'on va dire à cet orchestrateur de conteneurs. Donc l'orchestrateur, son rôle, c'est de veiller à ce qu'il y ait toujours ça. Mais l'orchestrateur, lui, il ne crée pas explicitement le conteneur, il ne sait pas le faire. Et ça, c'est pas grave parce qu'il y a un conteneur runtime à côté. Et l'orchestrateur, lui, il va passer le temps à vérifier le nombre de conteneurs qui sont là, vérifier qu'ils sont en santé, etc., etc. Et si un conteneur meurt pour une raison X ou Y, il peut demander à ce conteneur runtime, est-ce que tu veux bien créer un conteneur vert pour que ça fasse quoi qu'on m'a demandé. Donc ça, c'est l'approche par containerisation. Donc sur le serveur, effectivement, on a des processus système qui tournent, etc. Mais cette approche-là, c'est l'approche par containerisation. Puis la deuxième approche, c'est l'approche serverless. Dans cette approche-là, c'est un peu plus léger. J'écris toujours mon code source et je peux le builder, le mettre dans un conteneur, je fais ce que je veux. Mais toujours est-il que pour pouvoir l'exécuter, je vais aller sur une plateforme et je veux dire mon code c'est du Java, est-ce que tu veux bien l'exécuter pour moi? Donc tout à l'heure je disais, lorsqu'on fait du serverless, on peut compiler ou pas. Je peux aller sur AWS par exemple, je lui dis, j'ai un code que j'ai codé, j'ai un code de Java, est-ce que tu veux bien l'exécuter pour moi? Et il va me demander où est-ce que se trouve mon code. Je peux lui dire mon code est sur GitLab, voilà, récupère le code, compile-le et exécute-le. Donc là, on voit que je ne suis pas obligé de faire une image Docker, je ne suis pas obligé de compiler mon application. Je peux juste lui dire, mon code il est à tel endroit, est-ce que tu veux bien l'exécuter pour moi? Et ça, il va le faire. Donc ça, c'est l'approche serverless. En général, on l'utilise un peu moins que l'approche par containerisation, parce que comme je disais tantôt, l'approche par containerisation permet d'avoir énormément de marge de manœuvre sur la configuration totale du système. Donc là, sur le marché, c'est AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions. Ce sont des plateformes sur lesquelles on va souscrire un service, on leur donne un code et puis ils l'exécutent. Donc pour un peu comprendre ces notions de fonction, un exemple simple, c'est, imaginons une plateforme de recrutement. Sur la plateforme de recrutement,
les gens mettent leur CV. Je peux dire, je code une petite fonction lambda qui va récupérer ces fichiers-là, ces CV-là, et puis il va formaliser le nom, par exemple, le nom du fichier, le nom du candidat, prénom, date où il a soumis son CV et puis son profil, par exemple. Et ça, je veux ensuite enregistrer le fichier quelque part. Et puis un autre processus derrière va récupérer ce fichier-là et va faire un certain nombre de traitements. Donc les fonctions, en général, sont des codes très légers qui permettent de résoudre un besoin bien précis. Donc, en termes de technologie, lorsqu'on fait des microservices, il y en a énormément. Il y en a énormément parce que, comme je le disais au début, en fonction du besoin, on va pouvoir faire un cherry picking, c'est-à-dire cueillir des technologies qui vont bien, qui nous sied par rapport à nos besoins. L'avantage ou l'inconvénient en informatique, c'est qu'il n'y a jamais un langage qui résout tous les problèmes. Quand ça résout un, ça en crée deux, etc., etc. Donc, lorsqu'on s'est dit qu'on fait des microservices, vu qu'on a beaucoup d'applications dans des périmètres bien précis, on peut décider de cueillir un certain nombre de technologies en fonction des problématiques. Donc là, je ne vais pas vous faire toutes ces technos. Déjà, il n'y en a pas toutes. C'était juste pour vous dire, en fonction des problématiques, on va piquer là-dedans. Si on fait du CI/CD, on a Jenkins, on a GitLab CI, etc. Là, on va aller chercher parmi les technologies pour développer du code source, on va aller chercher parmi les orchestrateurs, on va aller chercher sur un environnement de développement les IDE qui vont bien, on va aller héberger notre application sur un cloud ou pas. En fonction de ce qu'on fait, on va choisir la pile ou le SGBD, le moteur de base de données qui nous va bien. Le service mesh, comme je disais tantôt, lorsqu'on a 100 serveurs qui tournent, comment est-ce que ces 100 serveurs-là se retrouvent entre eux? Le service mesh, comme Istio, une technologie extrêmement puissante, va se mettre au milieu, il va dire tel parc de serveurs résolve tel problème, ce sont des front-end, tels sont des back-end, etc., etc. En fonction de l'observabilité, c'est-à-dire lorsque j'ai 100 serveurs et qu'une requête va traverser les 100 serveurs, comment est-ce que je suis la requête? Donc on a ce qu'on appelle les outils de tracing distribué. Chaque fois que la requête va arriver sur un serveur, la requête va envoyer un petit message pour lui dire je suis arrivé à telle destination, voici mon contenu, etc. Donc à partir de ça, on va pouvoir reconstituer une photo entière de comment la requête a traversé le système. Donc, en fonction de problématiques, tout à l'heure on parlait de Kafka, donc là c'est dans la partie broker de messages, on en a plein. En termes de provisioning de l'info, on a Ansible, Puppet, Terraform, on en a toujours plein. En termes d'outils de sécurité, on va pouvoir scanner avec du Fortify, du Nexus IQ, avec du F5, bref. En fonction réellement de la catégorie de problème, on va choisir les technologies qui vont bien. Donc, quelques désavantages quand même à faire des microservices. Comme toujours, il y a, comme disent les Américains, there is no free lunch. Il n'y a jamais de déjeuner gratuit. Donc, les microservices, ça résout des problèmes, mais ça en pose aussi. Alors, première catégorie de problème, la complexité. On voit très bien que lorsque j'ai un serveur sur lequel j'ai mon front-end, mon back-end et mes batchs en un seul bloc, et ce bloc-là s'exécute en un seul processus, c'est relativement simple à comprendre. Et si je découpe ça déjà en 3 services, ça complique un peu. Quand je découpe en une dizaine, ça complexifie encore plus. Donc le premier désavantage des microservices, c'est la complexité. Le deuxième désavantage, c'est que il faut avoir une certaine maturité dans le DevSecOps. C'est-à-dire le système, il y a énormément de sous-applications, il y a énormément d'interactions entre les services, les microservices. Donc il faut qu'en termes de DevOps, on soit très avancé dedans pour bien comprendre où se trouve le problème, comment le détecter, comment le corriger, etc. Puis le problème de sécurité. La surface d'attaque est forcément plus large. Lorsqu'on a 10 technologies différentes, chaque technologie nativement a ce qu'on appelle les CVE. Ces CVE-là sont des vulnérabilités connues. Donc, si j'ai une seule application, une seule technologie, je connais ces CVE, je peux essayer de les corriger, je peux toujours essayer. Mais quand j'en ai 10, ça fait forcément ce nombre de CVE multiplié relativement par 10 pour faire grosso modo. Donc, la surface d'attaque est forcément plus grande. Et puis, quelque chose qui va empêcher les gens
généralement, d'aller vers les microservices, c'est que chaque microservice est une barrière à l'information. J'ai mon application, j'ai une base de données. Dans ma base de données, j'ai qu'un stable SQL. Je peux faire des requêtes dessus, faire des rapports, etc. Mais si je divise ça en 5 micro-applications, chaque micro-application, pour que ça soit performant, a sa propre base de données. Parce que son cycle de vie est complètement décollé des autres. Si j'ai 5 bases de données désormais, comment est-ce que je fais ma requête sur des tables? Donc là, en général, lorsque les gens pensent aux microservices et qu'on leur dit les bases de données vont être séparées, ils réfléchissent à 2 fois. Ensuite, le testing. En général, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les tests end-to-end. J'écris mon code source, je déploie quelque part sur un environnement de test. À côté de ce code-là, je réécris un autre code de test. Ce code de test-là va se connecter comme un robot, va remplir les formulaires, va soumettre, va vérifier l'intégrité, etc., la qualité du message retour, et va dire « Ok, mon service fonctionne bien ». Ça, on arrive à automatiser. Mais on voit très bien que si on a 3 IHM différents, ça devient très difficile de coordonner tout ça. Donc, ça aussi, c'est l'un des désavantages d'avoir des microservices. L'autre désavantage, c'est que les services peuvent être très couplés, fortement couplés, si dès le départ, on n'a pas pensé à faire du code sous forme de module. C'est-à-dire, si j'ai un service qui est fortement couplé à un autre, un service A qui parle à un service B, qui sont fortement couplés, c'est difficile de les séparer en microservices. Et, très important également, le coût de la distribution. Le coût en termes de réseau de temps. Il faut comprendre que sur un serveur, les processus communiquent par un bus spécial et le temps est en nanosecondes par exemple. Par contre, lorsqu'on est sur le réseau, lorsque j'appelle un processus quelque part sur le réseau, ça se compte en secondes. Alors, pour donner une échelle de temps, imaginons que sur un serveur, un processus A parle à un processus B. Ce temps-là, disons, c'est un temps pour faire le café. Si les 2 processus, je les sépare, je les mets sur 2 serveurs distants séparés par un réseau, le temps que les 2 communiquent, ça équivaut à peu près aux grandes vacances. Donc on voit qu'en termes de temps, ça fait beaucoup lorsqu'on découpe des services et qu'on les met sur des serveurs différents, séparés par du réseau. Donc en fonction du besoin, en fonction de ce qu'on essaie de faire, il faut tenir compte donc du coût de la distribution, du coût en termes de latence au réseau. Donc, pour ne pas tomber dans le piège, dans les pièges plutôt que je viens de décrire, on peut quand même mettre en place certaines bonnes pratiques. Première bonne pratique, single responsibility principle, c'est-à-dire se dire il faut que le microservice fasse une seule chose, et bien. Imaginons une application dans laquelle je peux commander du repas chez moi le soir. Il faut que, sur cette application par exemple, que le menu soit géré dans un microservice. Dans ce microservice-là, je ne peux pas commander. Je ne peux pas mettre à jour mes informations personnelles. Parce que il y aura un microservice pour faire ça, il y aura un microservice pour gérer le paiement, par exemple. Donc, chaque microservice doit pouvoir faire une seule chose bien avec sa sœur technique. Donc, lorsqu'on ne fait pas ça et qu'on veut qu'un microservice fasse un trop grand nombre de choses, à la fin, ça commence à poser des problèmes. Donc, chaque microservice fait une seule chose avec ses données séparées dans un coin. Il faut que les services soient faiblement couplés. Donc, ça revient à notre bus de message Kafka. 2 services. Si j'ai besoin de parler à un autre service, j'écris mon message, je le mets dans une boîte aux lettres, il le dépile quand il peut, et puis il me répond. Utiliser aussi une API Gateway. Au début, je disais, les API Gateway, ça peut faire énormément de choses. Ça peut permettre de faire ce qu'on appelle le A/B testing, c'est-à-dire j'ai plusieurs versions de mon application que je teste en même temps. Donc, au niveau de l'API Gateway, je peux rediriger l'utilisateur en fonction d'où il vient, d'un certain nombre de critères. L'API Gateway peut aussi faire l'authentification, il peut faire ce qu'on appelle le throttling, c'est-à-dire stopper un certain nombre de personnes pour qu'ils n'arrivent pas sur le serveur en même temps et puis qu'ils fassent tomber le serveur. Donc une autre bonne pratique, c'est qu'il faut versionner les API. Donc lorsque je crée mon application, j'ai une API, ça tourne très bien. Si j'ai besoin de faire des évolutions et que je me rends compte que ça va casser mon API, ben, je crée une nouvelle version, je mets ça à disposition sur une autre URL. De telle sorte que les gens puissent utiliser la nouvelle version sans que cela affecte l'ancienne.
Et également, je me dis, je dois faire les microservices, mais par contre, je vais sur un serveur où j'ai déjà 15 applications qui tournent, et puis j'installe les microservices dessus. Le jour où j'aurai besoin de faire du scale-up, c'est-à-dire de multiplier le nombre de microservices pour répondre à un besoin par exemple, en oubliant qu'en fait j'ai déjà 15 autres applications qui tournent dessus, ça va casser tout un grand nombre de choses. Donc il faut avoir une infra dédiée pour installer ces microservices et les gérer. Il faut également séparer ce qu'on appelle release train. Dans une équipe ou dans un gros projet, en général on utilise ce qu'on appelle, on fonctionne en mode agile safe. Les équipes se voient une fois tous les 2-3 mois. Ils se mettent d'accord sur la roadmap et ils voient les dépendances, ils identifient les dépendances. Mais après ça, il faut que chaque équipe puisse faire ses mises en production sans attendre les autres. Si on est dans le cycle où il faut forcément qu'une équipe, pour faire une mise en production, attende une deuxième pour une raison X ou Y, là, ça pose un problème et je ne pourrais pas tirer réellement bénéfice de ce qu'aurait le microservice. Donc, pour terminer, quelques références assez intéressantes à mon goût pour aller un peu en détail dans les microservices, pour creuser. Le sujet il est assez profond à lui seul, c'est un sujet, c'est tout un domaine. Et donc, ajouter aux bonnes pratiques que je viens de citer tout à l'heure, il y a quelques approches. On a le manifeste agile pour dire comment les gens vont travailler entre eux, sur un point purement organisationnel, on va dire. On a le manifeste DevSecOps qui va privilégier ce qu'on appelle le shift left, c'est-à-dire un problème lorsqu'on l'identifie, essayons de le résoudre au plus tôt et de rendre tout le monde concerné. Problème de sécurité, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait un gars, à la fin, une fois qu'on a des plans en production qui arrivent, il dit « Ah, ça, je ne veux pas cette dépendance, retirez-le ». Donc ça, on l'a vu souvent avant d'aller vers le DevSecOps. Le consultant sécurité arrivait et disait « Ça, je ne veux pas et je ne veux pas ». Aujourd'hui, le code source, on le scanne dès qu'on le build, et puis on voit s'il y a des dépendances, s'il y a des vulnérabilités, s'il y a des choses critiques. On résout tout de suite avant d'aller plus loin. Donc, le DevSecOps va beaucoup favoriser ça. Il y a aussi le manifeste, ce qu'on appelle le Reactive App, donc Reactive Manifesto. Donc, ce manifeste-là, son but, c'est de se dire, bon, on va centrer le truc autour de 4 points. Le temps de réponse du système, il faut qu'on sache que le système répond en moyenne au bout de temps, il ne faut pas que ça dépasse. Il faut que le système soit résilient. Si jamais il y a un composant qui tombe en erreur, qui est en panne, il ne faut pas que ça se propage, il faut qu'on arrive à contenir ça. Il faut également que le système soit extensible. Si je suis un an et qu'il y a des soldes, il ne faut pas que mon serveur tombe parce que j'ai 15 000 clients en plus. Et puis, toujours passer par ce bus de messages pour parler, pour discuter entre nous en tant que microservice. Donc, il y a plein d'autres manifestes comme ça que les gens ont mis en place. Le 12 Factor App, c'est 12 facteurs à garder bien en tête lorsqu'on conçoit les applications. Donc bref, tous ces éléments-là pour que on puisse tirer réellement avantage des microservices. Donc, je vous remercie pour votre attention et en fonction de vos questions, on pourra en discuter. Ouais, vas-y. Merci pour la présentation, c'était intéressant. J'ai une question par rapport à quel niveau on peut parler de microservices. Est-ce qu'on peut parler d'archi-microservices, même si on a les bases de données qui ne sont pas encore séparées? Est-ce qu'on peut parler de microservices si on a les services qui ne sont pas dépendants les uns entre les autres, mais par contre on a plus que 5 ou 6 services sur les serveurs? Alors, c'est bon, je peux... Oui. Ok. Donc je répète un peu la question. À quel moment on peut commencer à parler des microservices? Est-ce que si j'ai 5 applications qui en fin de compte venaient d'une seule application, d'un monolithe, et qui contient écrit dans la même base de données, est-ce que j'ai fait du microservice? La réponse est non, et ça c'est le pire des scénarios. Ça, on appelle ça le monolithe distribué. C'est-à-dire, on a le pire des deux mondes. On a le pire du monolithe et le pire des microservices. Pourquoi? Parce que si j'ai 5 microservices qui écrivent dans la même base, imagine l'équipe A a besoin de mettre à jour son microservice pour une raison XY. Il dit, en fait, cette table-là, je veux complètement changer le nom des colonnes, parce que ça me va bien.
Là, le gars d'à côté va dire non, absolument pas, parce que si tu fais ça, mon microservice ne tourne plus. Donc à partir de ce moment-là, on a peur du changement. Donc on évite vraiment, c'est la pire des idées, d'avoir des microservices qui écrivent dans la même base. Donc ça s'appelle un monolithe distribué. Maintenant, en termes de taille, la part dans la taille va dépendre du domaine, c'est-à-dire, comme j'expliquais pour le cas de l'application pour commander à manger, il faut que le microservice fasse quelque chose dans un domaine bien précis et ne fasse que ça. Ça sera aux gens, au métier, en collaboration avec des gens qui vont adresser des exigences plutôt techniques. On va se dire, un microservice, il faut qu'il fasse ça. Celui-là, si je suis dans le domaine, je sais pas, de l'agroalimentaire, je connais bien mon métier, pour gérer mes fournisseurs, je veux que ces microservices-là me permettent de lister tous mes fournisseurs avec des éléments contractuels. Et ça, il faut qu'il le fasse très très bien. Il ne faut pas qu'il fasse autre chose. Il ne faut pas que je puisse payer mon fournisseur à partir de là. Donc ça sera au métier de définir quelle est la barrière, quelle est la taille qui va bien. Mais gardez en tête que le microservice, pour qu'il soit performant, il faut qu'il fasse une chose, qu'il fasse bien. Donc c'est difficile d'avoir une règle pour dire à partir de là, voilà la taille du microservice qui va bien. Il faut juste garder en tête que pour tirer des avantages, il y a un certain nombre d'organisations à mettre en place. Il faut penser base de données, il faut penser distribution, il faut penser scalabilité. Est-ce que si j'ai la demande qui augmente à un moment, est-ce que je peux scaler juste ces microservices-là et ne pas être obligé de scaler un deuxième microservice que je n'ai pas forcément besoin. Je prenais l'appel des SMS et des appels. Ben, si j'ai isolé la partie SMS et que j'ai 2 milliards de SMS à envoyer, ben, il ne faut pas que je me dise, il faut que je multiplie tous mes serveurs, je veux même multiplier les appels, sachant que je n'ai pas besoin, juste parce que j'ai mal conçu mon truc au début et que je suis tout obligé de multiplier aussi le nombre de serveurs pour gérer les appels. Donc c'est un peu ça. Dans l'idée, il n'y a pas de taille précise, il faut juste penser domaine et penser, on va dire quoi, échange entre les microservices. Voilà. Ouais. Une question, mais de niveau organisationnel. J'ai vu en fait que tu parlais de la Scaled Agile. Donc, est-ce que cette architecture, lorsqu'on fait du développement sur de microservices, on est forcément sur du Scaled Agile ou on peut être dans une organisation traditionnelle? Alors, je répète la question, on n'est pas obligé, est-ce qu'on est obligé de faire de l'agilité à l'échelle pour faire des microservices? Non, pas du tout, les deux sont deux mondes différents. Mais lorsqu'on lit par exemple le manifeste Agile, qu'on met à côté de ça le manifeste des architectures réactives, on se rend très vite compte que si on ne fait pas de l'agilité à l'échelle sur un gros projet, ça va très vite poser problème. Par exemple, tout à l'heure, je disais, il faut séparer les release trains. Chaque équipe doit pouvoir mettre en production sans demander une autre équipe. Et ça, pour être confiant dans ça, il faudrait que pendant le PI planning, par exemple, à un moment donné, dans le cycle de vie, qu'on se soit mis tout d'accord, toutes les équipes, et on se dit, toi, j'attends que tu mettes en production telle fonctionnalité. Donc ça, c'est identifié, on le sait. Mais il ne faudrait pas qu'un matin, un chef de projet arrive et dit, ça, il faut que tu le fasses aujourd'hui, parce que sinon je suis mort. Donc ça, c'est interdit. Et tant qu'on n'a pas une organisation agilité à l'échelle, on va très vite se rendre compte que ça ne marche pas si bien que ça. On va forcément avoir des frictions. Les deux ne sont pas liés, mais c'est fortement encouragé. Voilà. Merci. Ouais. J'ai une question. Normalement, au niveau de... Lorsqu'on travaille sur une architecture microservice, ouais. Et on va créer plusieurs microservices, la chose qui ça va revenir à des applications petits monolithes. Est-ce que dans ce cas-là, lorsque ce microservice tombe, est-ce que ça va générer un problème sur toute l'application ou bien c'est juste pour ce service-là? Alors, comme je disais dans le manifeste des architectures réactives, il y a 4 points. Premier point, la résilience. La résilience, ça veut dire j'ai 5 microservices qui collaborent pour me rendre un service, le virement bancaire par exemple. Il ne faut pas que le service qui vérifie le RIB, s'il est en erreur, que l'erreur se propage dans tout le système. Si ça arrive, ça veut dire que j'ai un problème dans l'implémentation de cette architecture microservice.
Au départ, je sais que potentiellement chaque service peut tomber en panne. Ça, c'est connu. C'est de l'informatique, on sait qu'il y a toujours des choses qui arrivent. Mais par contre, si ça arrive, il ne faut pas que tous les autres services tombent en erreur directement. Un service peut te dire, je ne peux pas faire ton virement parce que j'ai un problème interne. Ça, il peut te le dire. Mais si tu vas sur le site et ça ne répond même pas, ça veut dire qu'on n'a pas su gérer l'erreur. C'est comme un trackage Java. C'est-à-dire qu'on n'a même pas su que ce cas-là pouvait arriver. Donc, ce n'est pas maîtrisé. Donc, il faut que si le service de RIB tombe en panne, que je puisse dire à l'utilisateur avec un message bien gentil, je n'ai pas pu réaliser ton virement bancaire, reviens dans tel nombre de temps, par exemple. Donc ça, il faut que ça soit bien maîtrisé. L'erreur doit être contenue dans le système. Si on n'arrive pas à contenir cette erreur-là, c'est qu'on a un problème dans le design, dans l'architecture ou même dans le code. D'accord. Et au niveau, par exemple, lorsque l'utilisateur puisse solliciter plusieurs fois le même web service, dans ce cas-là, comment on peut gérer Alors, ça m'amène à ce qu'on appelle un circuit breaker. J'en ai pas forcément parlé dans la présentation. Donc, vraiment un coupe-circuit. Donc, l'API Gateway peut faire ça. L'API Gateway, c'est un engin qui fait énormément de choses. On peut lui dire, derrière toi, tu as une dizaine de web services, par exemple. Et l'API Gateway, chaque fois que la requête arrive, va le diriger vers l'un ou l'autre. Imagine au bout d'un moment, le serveur numéro 9 ne répond plus. C'est-à-dire, il lui envoie une requête, il attend, il ne répond pas. 2, il attend, il ne répond pas. Au lieu de continuer à lui envoyer la requête en disant de toute façon on m'a dit qu'il fallait partager le travail équitablement, il va dire toi je ne t'envoie plus rien parce que tu ne me réponds pas. Donc on appelle ça donc un circuit breaker, un coupe-circuit. Et donc le but c'est que lorsque dans le système il y a des composants qui ne répondent pas bien, qui ne réagissent pas bien dans des délais acceptables, on le coupe directement, on le sort jusqu'à ce qu'ils reviennent plus tard, ou alors un autre exemplaire. Tout à l'heure, je parlais de Kubernetes et le nombre de conteneurs verts, jaunes, etc. Donc, Kubernetes va passer le temps à vérifier que j'ai 3 conteneurs qui tournent. Si au bout d'un moment, j'ai 3 conteneurs, mais il y en a un qui ne répond pas, qui ne travaille pas, on va finir par lui dire, bon, toi, on va te tuer parce que tu es là, mais tu ne fais rien. On va le tuer, on va créer un nouveau conteneur, et à partir de ce moment, on peut continuer à lui rediriger des requêtes pour qu'il puisse les traiter. Donc dans le circuit, si je continue à appeler une API et que ça continue de tomber, déjà, ma requête, ça ne doit pas arriver directement sur le serveur, ça c'est une mauvaise pratique. Il faut que ça arrive toujours par un intermédiaire qui va derrière rediriger vers le bon microservice. Si ma requête tombe en erreur 2 fois, on va changer de web service, ou alors on va changer de serveur, on va rediriger vers un nouveau. D'accord. Et ma question c'était par rapport à la gestion de la tu vas solliciter trop le web service. C'est comme la fonctionnalité sur like, dislike sur Facebook par exemple. Dans ce cas-là, comment on peut le gérer dans l'architecture Microsoft? Est-ce que c'est le petit web service like, dislike, il est instancié une seule fois, et est-ce qu'il tombe, il va tomber carrément, ou bien c'est instancié plusieurs fois, comme ça il va gérer les différentes requêtes? Gestion de charge. Ouais, dans le web service, c'est très rare, ça n'arrive jamais. Peu importe, même le load balancer, on va l'instancier toujours plusieurs fois. L'API Gateway que j'ai présenté tout à l'heure, on ne va jamais faire un seul serveur. Il dit il a 200 gigas, il va pouvoir gérer tout le trafic internet qui va sur notre site. Non, on ne fait jamais ça. Déjà pour les raisons de résilience. Donc pour les raisons de résilience, on va toujours dupliquer n'importe quel élément de l'architecture, n'importe lequel. Donc, si on prend par exemple le cas des likes et des dislikes sur Facebook, en général, ça va d'ailleurs passer par ce qu'on appelle le bus de message, c'est-à-dire le like que je vais mettre, moi je veux voir que j'ai mis un like tout de suite, mais mon ami, tant que ce n'est pas allé dans la base, ça a été écrit, il ne va pas le voir. Donc là, il va aller dans un topic, ton like va aller dans un topic Kafka, c'est-à-dire dans une file, un gros tuyau globalement. Et puis il y a plein de web services derrière qui ont souscrit à ce topic-là. Donc un web service va se dire, bon, j'ai plus de travail, je vais dans la file, je vais retirer un message. Dans ton message, il y a like, tel post, tel jour, etc. Et il va dire, ok, ça me va, j'écris en base de données. Et lorsque ton copain va regarder ta file ou ton truc, c'est à ce moment-là qu'il va le voir. Donc tant que les web services n'ont pas dépilé ton message du topic et l'ont lu, il ne le verra pas.
C'est comme ça qu'on va gérer la résilience générale dans le système. Et un autre élément dont j'ai parlé tout à l'heure, que l'API pouvait faire, ça s'appelle le throttling. Le throttling, son but c'est de ralentir. Je sais que j'ai 55 microservices qui tournent, mais je sais qu'un serveur unitairement ne peut pas gérer plus de 500 serveurs. Pardon, plus de 500 requêtes. J'ai un serveur et peut-être il a 16 Go de RAM. Je sais que les 16 Go de RAM, ça va peut-être pouvoir gérer 500 clients. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'ai 600 requêtes qui sont rédigées sur ce serveur-là? Alors, ça va tomber, forcément, on le sait déjà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'API Gateway va faire le throttling lui-même. C'est-à-dire, lorsqu'il va voir toutes ces requêtes arriver, il va savoir qu'en fait, j'ai déjà envoyé 500 sessions sur tel serveur, donc là, je vous mets dans une queue. Si vous avez déjà essayé de, je sais pas, booker une soirée de Rihanna à l'Arena, forcément, vous arrivez, vous êtes dans un topic, vous êtes dans une file d'attente, vous attendez. C'est parce qu'il y a un throttling devant, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ralentit pour que tout le monde n'arrive pas tout d'un coup et que les gens puissent aller dans leur panier, terminer, etc. pour que les autres personnes rentrent. C'est comme ça qu'on fait. Il y a le throttling, cette fonctionnalité, l'API Gateway également peut le faire. Donc c'est dans des trucs de design, techniquement, on a énormément de choses. J'ai parlé d'Istio tout à l'heure, c'est un outil extrêmement puissant qui permet justement de gérer ce type de problématiques. Et dans le jargon c'est le service mesh. Je mesh comme lié, c'est-à-dire lui. Il va se mettre au milieu de mes 50 serveurs, il va piloter tout ça, il va authentifier les utilisateurs pour moi, il va faire du logging pour moi, il va faire plein de choses pour moi, il va faire du throttling pour moi, de telle sorte que le serveur applicatif, il va juste faire exactement ce dont on attend de lui. Un développeur en général, il n'a pas besoin de passer le temps à coder comment est-ce qu'on authentifie une requête. En général, il n'aime pas trop ça. Donc, on peut dédier ça à un truc qu'on appelle Istio, qui va le faire pour nous, qui va rediriger l'utilisateur vers le serveur d'authentification, il va s'authentifier, une fois qu'il revient, on va l'envoyer au serveur. Tout ce que le serveur va faire, il va vérifier que ce token-là a un sens. Voilà, c'est tout. Oui, vas-y. Déjà, merci pour la qualité de la présentation. J'ai une question par rapport au sujet tout à l'heure de la migration d'une application monolithe vers les microservices. Oui. En fait, c'est quoi la bonne approche de faire ça? Est-ce que on va prendre l'application monolithe et on va le décomposer en des microservices, ou de partir from scratch et on va dire au métier comment vous voyez l'application selon des petites fonctionnalités, soit l'une ou l'autre? C'est une très bonne question, vraiment, c'est une très bonne question. Et ce que les gens qui ont pensé aux microservices conseillent en général, c'est de partir d'un monolithe, globalement, monolithe entre guillemets. C'est un monolithe avec beaucoup de guillemets, parce qu'en fait, c'est un monolithe, mais qui est codé en module. Si vous avez fait un peu de Java, vous vous rendez compte que dans Java, surtout dans Maven, il y a cette notion de module. C'est-à-dire, je peux avoir un seul gros projet comme ça, mais tout est en sous-module. J'ai 10 sous-modules qui se compilent chacun à son tour. De telle sorte que demain, si on me dit ça, on le sort en microservice, je le sors réellement dans le code, c'est-à-dire je fais un copier-coller et c'est fini. Donc, en général, ce qu'on conseille, c'est de partir toujours d'un monolithe, mais tellement bien conçu qu'on sait que demain, lorsqu'on va devoir le sortir du socle, ça ne va pas nous poser de problème. C'est la meilleure approche parce qu'on se dit, il faut toujours faire ce qu'on appelle du baby step, partir d'un truc qui marche, un truc minuscule qui marche, et puis le découper et faire des choses plus compliquées. Donc lorsqu'on commence à faire plein de microservices déjà, alors qu'il n'y a rien qui marche, il y a de fortes chances qu'à la fin, il n'y a rien qui marche. Donc ce qu'on conseille, on va dire, on va faire du monolithe, mais le monolithe bien ficelé dès le début. Donc gardons en tête que celui-là, potentiellement, le front-end là qu'on voit, il y a de grandes chances que demain il ne soit plus là dans ce code-là. Et là, à ce moment-là, lorsqu'on va faire notre projet, lorsqu'on va faire notre pomme XML, le projet Object Model, on va dire, tu as 10 modules, et ça c'est tel module, ça c'est tel module, ça c'est tel module. Si demain on décide de sortir celui-là, on va aller dans le pomme, on va supprimer une ligne pour lui dire, là, tu n'as plus ce module-là, il est ailleurs, on va faire un appel web pour aller l'interroger sous forme de module pour pouvoir plus tard facilement le sortir. Aussi dans l'étape de découpage,
En fait, comment on fait? Plutôt si c'est le code, le code de départ, il n'y a pas de module. Ça me revient. Du coup, dans le découpage, il y a des approches aussi. Tout à l'heure, tu as parlé des domaines métiers, Ouais. par domaine métier. Mais parfois, on a aussi on peut faire le découpage avec, je sais pas, des trucs techniques. Par exemple, on peut isoler la partie batch, par exemple, à part. On peut faire, je sais pas, les échanges avec AWS dans un microservice. On peut faire cette approche-là, mais dans le truc technique. Mais pas métier. Pas forcément métier. Ok, tout à l'heure là j'ai évoqué un truc qu'on appelle le DDD, le Domain Driven Design, c'est-à-dire on conçoit en fonction du domaine. Mais dans la vraie vie, comme je l'ai dit, c'est le métier, ce sont des gens qui ont des prérequis non techniques, qui vont se mettre ensemble et vont se dire ça serait bien si on le sortait, et si on le sort, c'est quoi les conséquences de ça? Tout à l'heure, je parlais par exemple du coût de la distribution. C'est-à-dire, sur un seul serveur, le processus, c'est communication interprocessus, c'est en nanosecondes. Si je sors ça, si c'est un porte-monnaie crypto par exemple, je sais que ça marche très bien en nanosecondes, c'est très bien pour mettre à jour un porte-monnaie crypto. Mais si je sors ça et que je le mets ailleurs, ça fait déjà en secondes, ça se compte en secondes. C'est 1 milliard de fois plus grand. C'est beaucoup trop long. Il faut qu'il y ait des prérequis, bien sûr, métier, domaine métier, mais également des prérequis techniques. Le prérequis métier peut dire, c'est bien de sortir ça, ce serait très bien de sortir cette appli, mais on se dit, techniquement derrière, ça va impliquer d'autres choses qui vont casser la logique métier derrière. Le métier, lorsqu'il te dit, je veux que tu le sépares, il n'a pas forcément pensé à toutes ces implications-là. Donc c'est à toi, le technicien, l'architecte, de te dire, c'est très bien, intuitivement c'est ça, mais dans la pratique ça pose un problème. Donc le découpage, tout à l'heure dans les inconvénients je disais, le fait justement que les services soient trop couplés est un frein à l'adoption des microservices ici. Là, ici, Tie Integration. Parfois on se dit, ils sont tellement couplés, comment est-ce qu'on va sortir ça? Comment est-ce qu'on va couper ça? Parce que couper, ça aussi dit couper la base de données. Et couper la base de données, ça veut dire les barrières de l'information. On est tellement obligé, on est tellement habitué, à voir des personnes qui font des requêtes croisées dans les bases pour faire des extracts, pour faire plein de choses intéressantes pour le métier. Mais si le métier a pensé que telle application de RH pouvait complètement être séparée de telle application marketing, ça c'est bien. Mais s'il oublie que derrière sa requête croisée qu'on fait tous les mois, ça pourrait plus se faire comme ça, là, il va falloir qu'on repense à ce découpage-là avant de réellement sortir le code. Ok, et juste une dernière question. Oui, vas-y, souci. Par rapport à l'API Gateway, j'ai jamais travaillé avec, est-ce qu'il y a un outil déjà prêt à l'emploi, je ne sais pas, un produit logiciel ou un truc qui va être déployé dans un serveur, ou c'est un outil qu'on doit implémenter nous de notre façon? Ça c'est la première question. Ouais, vas-y. Sur le cloud, bien aussi. Ouais. Et la deuxième, c'est est-ce qu'on peut mettre en place l'architecture microservice sans avoir recours à l'API Gateway? Une API Gateway, ouais. Sur sa question, est-ce qu'il y a des standards de mise en place de la Gateway? De l'API Gateway, forcément. Azure propose un service magnifique, donc c'est un service cloud, comme n'importe quel acteur cloud qui se respecte. On le propose, mais l'API Gateway, en général, va rendre à peu près le même service qu'un outil de service mesh tel que Istio. Avec Istio, par exemple, tu vas pouvoir faire de l'A/B testing. C'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure, l'API Gateway, une fois qu'une requête arrive, il peut se dire, est-ce que cette requête est authentifiée? C'est-à-dire, est-ce que le token là, que l'utilisateur me présente a un sens? Ou alors, il n'a pas de token, je le redirige. Une fois qu'il revient, je vois que ça a un sens, je redirige la requête vers le serveur final. Donc, l'API Gateway fait ça. Le service mesh, les outils tels qu'Istio, permet également de le faire.
C'est-à-dire dans Istio, tu peux lui dire, lorsque la requête arrive, redirige vers un serveur d'authentification. Une fois que tu as le token, tu rediriges vers le serveur destination. Tout comme tu peux lui dire, une fois que la requête arrive, si c'est telle classe d'IP, par exemple, je sais que ça vient de telle localisation, on redirige vers telle ferme de serveur. Donc l'API Gateway, on peut se débrouiller, entre guillemets, avec un outil de service mesh, et ça répondra très bien aux besoins. Consul également, c'est un outil formidable de chez HashiCorp qui permet de faire du service discovery et également de faire du service mesh. Donc, on va dire, si aujourd'hui tu te lances dans ton implémentation de microservices, tu as suffisamment d'outils open source pour pouvoir t'en sortir globalement. C'est ça, du coup, Istio c'est un outil open source. Ouais, Istio c'est open source, il est là. Tout comme Consul, tout comme Kuma, tu as un paquet d'outils comme ça qui sont utilisables. Hein. Et là, je n'ai qu'énoncé quelques éléments. Dans la pratique, lorsque tu couples Istio à Kubernetes, par exemple, il y a des bénéfices mais vraiment monstrueux parce que ça permet aux développeurs de ne plus penser à plein de logiques. Déjà, ne serait-ce que l'authentification, c'est un travail en soi. Donc le développeur, il ne pense pas à l'authentification. Il sait que de toute façon, Istio qui est en frontal va authentifier, va rediriger l'utilisateur vers le serveur d'identité. Le serveur d'identité va l'identifier. Une fois que c'est bon, seulement à ce moment, il va le diriger vers le serveur destination qui va peut-être juste valider le token. Il va valider que ce token-là a été signé par le serveur, un serveur auquel il a confiance, c'est tout. Donc, les outils de service mesh sont des outils extrêmement puissants qui vont énormément faciliter la vie. Ça fait l'authentification, ça fait le throttling par exemple. Tout à l'heure je disais, on sait que le serveur, lui, il ne va pas gérer plus de 500 sessions. Alors, s'il y a 600 sessions, est-ce que ça arrive sur le serveur avant qu'on rejette les gens ou est-ce qu'on rejette en amont? Donc cet outil, les outils tels qu'Istio vont pouvoir couper déjà les 100 utilisateurs en trop. Et puis on va comme ça renvoyer au serveur uniquement ce qu'il peut absorber. Ok, je crois qu'il y a une question, c'est bon? Ouais, vas-y. C'est parce que je n'ai pas vraiment la roadmap. Est-ce que ça doit faire responsabilité? Elle est déléguée aussi au gateway ou bien c'est une autre? Le load balancer, une fois que tu as une API gateway, tu peux sortir le load balancer parce qu'il fait quasiment le même taf. L'API gateway, on va dire, c'est une version avancée du load balancer. Le load balancer, en gros, pour faire très simple, c'est il y a une requête qui arrive, je redirige vers un pool de serveurs. Je peux le diriger en fonction des poids, de plein de critères, en fonction de l'URL, par exemple. Mais l'API gateway fait déjà ça. Lorsqu'une requête arrive, il peut déjà, en fonction de l'URL que tu as appelé, rediriger vers un pack de serveurs bien défini. L'API gateway pour authentifier ta requête. L'API gateway peut faire de l'A/B testing, c'est-à-dire te permettre d'aller juste taper sur une version de l'application qui est en bêta testing. Donc l'API gateway, étant donné qu'il y a énormément de fonctionnalités dedans, ça ne sert à rien d'avoir ton API gateway et de remettre derrière le balancer. Ça ne va pas vraiment avoir beaucoup de sens. Mais après, ça dépend aussi de l'échelle de l'application. Si c'est une même application qui est utilisée à l'échelle mondiale, par exemple, si tu es un groupe multinational, dans Azure, tu auras un outil tel que Traffic Manager qui en amont va rediriger l'utilisateur vers la bonne zone géographique qui va bien. Et c'est après un long tour qu'on va tomber dans une API Gateway. Donc ça va dépendre vraiment de l'échelle, mais en général, l'API Gateway va être peut-être derrière un firewall qui va filtrer la requête pour éviter les attaques par déni de service et tout ça. Et une fois que la requête arrive, en fonction des critères préconfigurés, il va rediriger vers un certain nombre de serveurs. Donc de cette façon, le load balancer tel qu'on l'entend de façon classique, il n'aura plus tellement de nécessité dans cette architecture-là. Ok, une autre question? Une dernière question? Dernière? C'est bon? Bon, moi j'en ai une. Qui avait bossé sur les microservices avant? Ah, cool. Qui en a déjà entendu parler comme ça en passant? Un peu. Bien. Ah, merci. J'espère que vous avez appris des choses. Merci à toi. Merci. Merci.